Le 26 octobre, le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, s'est vanté devant la communauté internationale d'avoir finalement resserré l'étau autour de la ville stratégique de Pokrovsk. Selon lui, les défenseurs ukrainiens, une force estimée à 31 bataillons, étaient entièrement encerclés, isolés du reste du front et à quelques heures seulement de l'anéantissement total. Il lança même un ultimatum public: se retirer avant le 27 octobre ou être effacé. Le Kremlin amplifia cette rhétorique triomphale, présentant Pokrovsk comme le tournant décisif du conflit, l'opération susceptible de sceller le sort de toute la guerre en Ukraine. Pourtant, plusieurs semaines se sont écoulées et le drapeau russe ne flotte toujours pas au-dessus de la ville. Ce qui devait être un symbole éclatant de victoire pour Moscou s'est transformé en un champ de bataille exténuant qui draine les ressources russes, fragilise son armée et révèle des faiblesses structurelles sur l'ensemble du front oriental. Ce qui avait débuté comme une offensive méthodique est sûr d'elle s'est mué en une lutte d'usure sanglante. Les forces russes, envoyant vague après vague de soldats contre les quartiers périphériques, subissent des pertes si importantes que Moscou se voit contrainte de retirer des unités déployées ailleurs pour simplement éviter un effondrement local. D'après le mouvement de résistance Atesh, de vastes convois de troupes et de matériel auraient été retirés de Zaporijjia et de Kherson, deux fronts pourtant essentiels à la défense russe. Ces secteurs, désormais dangereusement dégarnis, se retrouvent exposés à de potentielles contre-attaques ukrainiennes. Beaucoup de soldats redéployés arrivent à Pokrovsk pour être envoyés immédiatement au combat, sans formation supplémentaire, sans intégration correcte dans leurs nouvelles unités et parfois sans même recevoir d'ordre clair. Ils entrent dans la ville sans repère ni préparation. Et pour un nombre croissant d'entre eux, cela devient un aller simple. Cette stratégie impitoyable reflète l'état d'esprit politique du Kremlin. La victoire à Pokrovsk compte davantage que la cohérence de l'ensemble de l'effort de guerre. Moscou espère qu'en faisant tomber la ville, elle pourra revendiquer une domination symbolique sur le Donbass, influencer la perception internationale, pousser Kiev à négocier et convaincre les capitales occidentales que la victoire russe est inévitable. L'Ukraine, elle, perçoit la bataille comme un simple prélude. Les zones au-delà de Pokrovsk sont fortifiées avec des tranchées profondes, des champs de mines, des positions anti-chars et des corridors d'embuscade destinés à transformer toute avancée russe en hécatombe prolongée. Même une victoire russe pourrait n'être qu'un pas vers un terrain encore plus meurtrier. Aujourd'hui encore, la prétendue stratégie d'encerclement semble largement exagérée. Bien que les forces russes aient pénétré certaines zones au nord de la ville, l'Ukraine contrôle toujours des routes d'accès essentielles, empêchant les renforts russes de circuler librement et maintenant la possibilité de ravitailler ses propres troupes. Sans poste d'observation en hauteur, sans corridor sécurisé, les unités russes opérant dans la ville avancent à l'aveugle, sous le feu constant d'unités ukrainiennes embusquées. Kiev reprend régulièrement les positions perdues, obligeant Moscou à recommencer l'assaut encore et encore, comme si chaque offensive repartait du point de départ. Après des centaines d'attaques et des milliers de morts, aucune percée décisive n'a été obtenue. L'ampleur des pertes est vertigineuse. Des bataillons entiers sont sacrifiés comme de simples munitions. En l'espace d'une seule semaine, l'Ukraine a éliminé des centaines de soldats et détruit des chars, des véhicules blindés, ainsi que des convois logistiques indispensables à l'effort russe. Sur l'année 2025, certaines estimations indiquent que la Russie aurait perdu plus de 100 000 hommes rien que dans ce secteur. Même avec des mobilisations forcées, ce rythme est insoutenable à long terme. Pourtant, le leadership russe persiste, déterminé à continuer l'offensive quoi qu'il en coûte. Ces pertes massives ne font pas qu'affaiblir la ligne de front. Elles mettent à nu des fractures profondes au sein de la Russie. Des responsables de recrutement n'ayant pas atteint leur quota auraient été envoyés au front comme punition, notamment depuis des régions comme la Yakoutie, où les taux d'enrôlement auraient chuté de près de 40%. Ces territoires, longtemps considérés comme réservoirs démographiques, montrent des signes d'épuisement humain. Les populations les plus pauvres, qui constituèrent la base principale des mobilisations, sont désormais lourdement touchées, contraignant le Kremlin à envisager de puiser dans les régions plus riches et politiquement sensibles du centre du pays. Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, jusqu'ici protégés des conséquences directes du conflit. Les finances du pays, elles aussi, s'affaiblissent.
Plusieurs analyses financières estiment que la moitié des réserves liquides de Moscou auraient déjà disparu et qu'il pourrait ne rester qu'une année de financement au rythme d'engagement actuel. Si l'État doit augmenter les primes et les salaires militaires pour attirer de nouvelles recrues ou remplacer les pertes, la pression budgétaire pourrait devenir insoutenable plus tôt que prévu. Pourtant, malgré l'érosion de ses forces et ses difficultés financières, le Kremlin continue d'affirmer que la victoire est proche. Il a même laissé entendre qu'il serait prêt à retourner à la table des négociations, convaincu que la dynamique du champ de bataille lui donne un avantage stratégique. Mais Kyiv et ses alliés considèrent cela comme une tentative de consolider des gains fragiles en leur donnant un vernis diplomatique. Prendre Pokrovsk ne donnerait pas le Donbass à la Russie. Cela laisserait une armée affaiblie obligée de progresser dans un territoire fortifié pour maximiser ses pertes. La stratégie conçue pour assurer la victoire pourrait bien détruire l'armée qui devait la conquérir. Pokrovsk est devenue plus qu'une ville. C'est une épreuve de force entre propagande, endurance militaire et calcul politique. La Russie finira peut-être par y planter son drapeau, mais si cela se produit, ce drapeau flottera au-dessus des tombes de dizaines de milliers de soldats, symbole d'une victoire à la Pyrrhus qui compromettra ses offensives futures. Le véritable enjeu ne sera pas de savoir comment la ville est tombée, mais si la victoire symbolique justifia le coût humain colossal. Et les répercussions dépassent le strict cadre militaire. Chaque soldat perdu accroît les tensions internes. Les familles des régions reculées, déjà éprouvées, deviennent de plus en plus sceptiques en constatant que l'effort de guerre s'étend désormais à des zones urbaines autrefois protégées. Si la mobilisation gagne Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres centres urbains, le soutien populaire pourrait s'éroder plus vite que le Kremlin ne peut le réprimer. Surtout lorsque les cercueils reviendront dans des quartiers qui s'imaginaient à l'écart de la guerre. Pendant ce temps, l'Ukraine tire parti de l'obsession russe. Chaque bataillon déplacé vers Pokrovsk affaiblit d'autres lignes de front, offrant à Kyiv des opportunités de contre-attaques ailleurs. Si l'Ukraine regagne du terrain parce que la Russie a vidé ses défenses pour Pokrovsk, ce coup de force pourrait se retourner contre Moscou, transformant une tentative stratégique en désastre global. Un paradoxe inquiétant plane sur toute la campagne. La Russie veut négocier en position de force, mais pour atteindre cette posture, elle érode la puissance même qui pourrait lui servir de levier. C'est comme un joueur misant tout son capital sur une seule main, persuadé qu'une victoire effacera toutes ses pertes antérieures. Mais si la chance lui tourne le dos, il ne restera rien à miser. Voilà la réalité de Pokrovsk. Que la ville tombe ou non, la bataille pourrait représenter le moment où l'effort de guerre russe a dépassé un seuil irréversible. Non parce que l'Ukraine serait invulnérable, mais parce que Moscou se consume plus vite qu'elle ne progresse. À mesure que les combats redoublent de violence et que l'hiver approche, une vérité devient impossible à ignorer. La route vers Pokrovsk n'est pas pavée de victoires, mais du sacrifice continu d'une armée qui manque de temps, de ressources, d'argent et surtout d'hommes. Si cette campagne acharnée se poursuit, l'histoire pourrait ne pas retenir Pokrovsk comme la ville ayant offert le Donbass à la Russie, mais comme le champ de bataille où les ambitions du Kremlin se sont effondrées sous leur propre poids, trop fragiles pour supporter le coût de leur réalisation. Alors que les températures chutent et que les lignes d'approvisionnement s'éterrent, les deux armées se préparent à une nouvelle phase du conflit. Pour la Russie, il pourrait s'agir d'un pari final visant à sauver le récit d'une victoire annoncée. Pour l'Ukraine, ce moment peut devenir l'occasion de transformer la simple survie en avancée stratégique durable. Le monde observe, conscient qu'à Pokrovsk, l'histoire ne s'écrit pas seulement dans la boue et le feu, mais dans les choix désespérés d'une nation prête à tout pour ne pas perdre la face.